Bonjour, nous sommes reçus aujourd'hui au sein des locaux du cabinet Égide par Maître O'Haraud qui va nous présenter sa profession de mandataire judiciaire. Les mandataires sont des professionnels du droit et de l'économie qui mettent leurs compétences au service du sauvetage des entreprises en difficulté. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment sont-ils choisis à l'ouverture de la procédure et comment est garantie leur indépendance? Alors, à l'ouverture de la procédure collective, il est un constat qui est fait par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance, c'est que les difficultés de l'entreprise ne peuvent plus être gérées de manière individualisée, hermétique les unes par rapport aux autres. Le tribunal va donc ouvrir une procédure qui est qualifiée à juste titre de collective, au sein de laquelle l'ensemble des difficultés des entreprises vont être prises pour être gérées suivant un modèle globalisé. À l'occasion de ce jugement, le tribunal va nommer des organes de la procédure, parmi lesquels on trouve le mandataire judiciaire. Vous le disiez justement, le mandataire judiciaire est un professionnel du droit et du chiffre, il est un professionnel de l'entreprise en difficulté, il a pour mission de conduire le mandat de justice qui lui est donné par la juridiction, et il va à ce titre rendre des prestations au bénéfice de divers protagonistes que sont le mandant, c'est-à-dire la juridiction elle-même, les créanciers de l'entreprise en difficulté, ses salariés et bien évidemment l'entreprise elle-même. Le mandataire judiciaire est un professionnel de l'entreprise en difficulté, il exerce dans un cadre indépendant. Cette indépendance est justifiée par le fait qu'il figure sur une liste tenue par une commission, laquelle est placée sous l'égide du garde des Sceaux, le ministère de la Justice. Il a la possibilité désormais d'exercer, je dirais traditionnellement, dans le cadre d'une activité libérale. Plus récemment, certains professionnels se sont tournés vers un exercice sous forme de société et la loi offre désormais la possibilité aux mandataires judiciaires d'exercer suivant un statut de mandataire judiciaire salarié. Et donc, comment est garantie leur indépendance? Alors, le mandataire judiciaire exerce ses missions, je dirais, au carrefour de divers intérêts qui sont tantôt convergents, parfois divergents. Et pour pouvoir exercer cette mission, je dirais, dans un climat à la fois d'efficacité et de sérénité, il doit effectivement le faire de manière indépendante. Cette indépendance est garantie par des règles qu'on pourrait qualifier de soft law, ce sont notamment nos règles déontologiques, mais avant toute chose, ce sont les dispositions législatives qui encadrent notre mission, qui nous garantissent cette indépendance. Et à ce titre, la loi vient poser des jalons à ne pas dépasser. Elle va s'assurer que le mandataire judiciaire reste à l'écart de toute forme d'intérêt économique. Le mandataire judiciaire, notamment, n'aura pas la possibilité de prendre des participations dans une société de nature commerciale. Il existe également différentes règles relatives à la façon dont les mandats de justice se succèdent, pour éviter qu'au moment où le mandataire judiciaire a connaissance d'une affaire, eh bien son analyse, son regard soit biaisé par une information qu'il ait pu avoir antérieurement dans le cadre d'une autre mission qu'il aurait pu avoir. C'est généralement de cette manière dont on s'assure que l'indépendance du mandataire judiciaire est garantie dans le cadre des missions qu'il mène. Très bien, et donc il est un rouage essentiel dans les dispositifs de sauvetage. Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les missions générales du mandataire judiciaire? Alors, avant de parler des missions du mandataire judiciaire, je voudrais commencer par la mission mère, la mission reine, c'est représenter l'intérêt collectif des créanciers. C'est de cette mission que vont décliner toutes les autres, qu'il s'agisse de réaliser les actifs de l'entreprise, qu'il s'agisse de représenter les créanciers dans le cadre de la déclaration de créances, qu'il s'agisse d'accompagner les salariés sur des présentations de relevés de créances salariales. Le point de départ, c'est toujours le même, c'est défendre l'intérêt collectif des créanciers. Alors, si on prend les procédures chronologiquement, au moment de l'ouverture de la procédure, quel est votre rôle? Alors effectivement, si on fait un focus sur ce moment particulier de la procédure, je dirais que schématiquement, il y a trois grands axes qui se dégagent dans la mission du mandataire judiciaire. La première, bien évidemment, c'est d'accompagner l'entreprise. La seconde, c'est de représenter les créanciers. Et la troisième, c'est d'offrir un accompagnement un peu plus particulier pour certains créanciers particuliers que sont les salariés. S'agissant de cet accompagnement de l'entreprise, je dirais que le mandataire judiciaire, en réalité, constitue pour le chef d'entreprise son interface avec la procédure. Il incarne la procédure, à l'instar des autres organes de la procédure, mais véritablement, il offre au chef d'entreprise un interlocuteur privilégié. Dans le cadre de ses missions, naturellement, il va adresser des avis à produire, récupérer les déclarations de créances, organiser ce passif
éventuellement le contester pour aboutir à un passif définitif. Et ce passif définitif, eh bien, il s'agit ni plus ni moins que la pierre angulaire du retournement. Pour envisager une stratégie de retournement, il faut savoir combien la société doit à l'ensemble de ses créanciers. Je sais combien je dois, je sais ensuite comment je vais le payer. C'est le point de départ du raisonnement qui permet à une entreprise de se retourner. Et cette stratégie de retournement, si elle passe par un plan de continuation, eh bien, le mandataire judiciaire, à ce moment-là, sera en charge de circulariser le projet de plan à l'égard des créanciers, de récupérer leurs réponses, d'en dresser un état et de donner lui-même un avis sur la crédibilité de ce projet, de cette stratégie de retournement. Donc, lorsque vous intervenez en tant que représentant des créanciers, quelles sont les diligences que vous devez effectuer? Alors, on l'a dit, le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers. Et en réalité, cette notion, première difficulté, elle est posée par le Code de commerce, mais on ne sait pas réellement, en tout cas on n'a pas de définition textuelle de ce qu'est l'intérêt collectif des créanciers. Et il revient à la jurisprudence, à la doctrine, de dresser, je dirais, un panorama de cet intérêt collectif des créanciers. La notion, en réalité, dans le cadre de la mission que le mandataire judiciaire va devoir exercer, peut s'observer suivant trois plans. Tout d'abord, dans les rapports entre le chef d'entreprise et ses créanciers. Le mandataire judiciaire représente les créanciers. Il n'y a plus de relation individualisée, il y a une relation collective. C'est dans ce cadre que s'inscrit le mécanisme de fixation du passif, c'est dans ce cadre qu'on établit la liste des dettes. L'arrêt des voies d'exécution individuelles constitue également un corollaire de cette représentation. Dans un second axe, on peut se dire également que cette notion d'intérêt collectif des créanciers doit être envisagée sous l'angle des rapports entre créanciers. Et à ce titre, le mandataire judiciaire va s'assurer qu'il existe une égalité entre les créanciers. Il va s'assurer qu'un créancier n'aura pas pris de l'avance par rapport à un autre créancier et que finalement la discipline collective, c'est ce terme que les faillitistes emploient depuis maintenant un certain temps, eh bien, cette discipline est respectée. Comment faire respecter cette discipline? Il y a un outil qui est dédié à cet objectif. Il s'agit des actions en unité de la période suspecte. Alors, je rappelle très brièvement ce dont il s'agit. Certaines actions, comprises entre la date de cessation des paiements et la date d'ouverture de la procédure collective, sont qualifiées de suspectes dès lors qu'en réalité, elles sont déséquilibrées, elles ont permis à un créancier d'obtenir un avantage particulier sur un autre. Le mandataire judiciaire va pouvoir, dans le cadre d'une assignation, d'une action en justice, remettre en cause ces actions pour retrouver l'équilibre qui a été perdu. Et enfin, suivant une troisième perception, il y a cette fois-ci des rapports qui peuvent exister entre les créanciers pris dans leur ensemble, d'une part, et des sociétés tierces. Et là encore, il a pu y avoir des déséquilibres. On peut imaginer que certaines sociétés tierces ont bénéficié de la part de notre société en procédure de paiement indu, ou en tout cas qui la fragilise. Et le mandataire judiciaire va pouvoir, à travers une action dédiée, qui est l'action en extension, va pouvoir attraire une société tierce, in bonis, dans le giron de la procédure collective, pour faire en sorte que la situation factuelle de confusion des patrimoines qui existent entre ces deux sociétés eh bien, soit appréhendée par la procédure collective à l'égard de ces deux ou trois structures, puisqu'on peut imaginer des extensions en plusieurs vagues, je dirais. Et alors, à l'égard des créanciers particuliers, que sont les salariés, comment le mandataire judiciaire peut-il les accompagner? Alors, ce sont des créanciers, mais effectivement, vous le dites justement, ce sont des créanciers un peu particuliers. Particuliers parce que fragiles, et à ce titre, je dirais qu'ils sont à la fois devant les autres créanciers et un peu à côté. Ils sont devant les autres créanciers dans la mesure où le législateur leur accorde une préférence particulière dans le cadre des paiements, des désintéressements, et un peu à côté parce que, eh bien, finalement, à la différence des autres créanciers, ils n'auront pas à patienter pour être payés, puisqu'il aurait créé un système de garantie qui leur permet, dès l'ouverture de la procédure collective, ou du moins dès que leur créance est exigible, d'être payés par l'utilisation d'un fonds, le Fonds national de garantie des salaires, qui, je dirais, va assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise au moyen de la continuité de l'exercice des missions du salarié. Et qu'il s'agisse de cette notion de créance prioritaire, qu'il s'agisse de cette notion de garantie des salaires,
Dans les deux cas, dans les deux mécanismes, le mandataire judiciaire est un rouage essentiel de ces deux mécanismes. La première des choses, le mandataire judiciaire peut rencontrer les salariés, il peut leur fournir des explications, et par ces explications, très souvent, il participe à un apaisement du climat social. Et cet apaisement du climat social, c'est un prérequis à toute stratégie de retournement. Une entreprise ne va pas de l'avant si les hommes qui la composent ne vont pas de l'avant. Ça, c'est une première chose. Alors, il ne le fait pas grâce à un fluide magique, il le fait grâce à un levier très particulier, qui est notamment l'établissement des relevés de créances salariales, lesquels sont soumis au Fonds national de garantie des salaires, qui vont faire cette avance. Et à ce titre, pour ce qui concerne l'établissement des créances salariales, le créancier salarié est particulier dans la mesure où il n'est pas soumis à la discipline de la déclaration de créance, qui est quelque chose de très codifié. Là, le salarié fournit des éléments, aussi flous soient-ils, au mandataire judiciaire, qui lui-même a l'obligation d'aller les chercher pour reconstituer cette créance salariale, pour préserver les droits des salariés. Donc on voit bien qu'à l'égard de ces créanciers, il y a une attention toute particulière qui est pensée par le législateur et mise en œuvre par le mandataire judiciaire. Oui, donc on le voit bien, le mandataire judiciaire met toutes ses compétences au service de l'entreprise, des grandes entreprises, des PME, mais aussi des petites entreprises, voire des toutes petites. Est-ce que vous pensez que vous jouez le même rôle à l'égard de toutes ces formes d'entreprises? Alors, j'ai envie de vous faire une réponse en deux temps. Le texte, il est le même. Le principe, le cadre juridique, il ne bouge pas. Néanmoins, il est faux de dire que les choses sont traitées de la même manière. Il y a une attention particulière qui est portée à une TPE. Pourquoi? Déjà parce que les TPE constituent la majorité de notre tissu économique, donc c'est de là que les déperditions peuvent survenir. Et puis, ce sont très souvent des gens qui sont bons dans leur métier, qui savent comment faire marcher une entreprise, mais qui ne savent pas la redresser lorsqu'une procédure survient. Et à ce titre, on se doit de les accompagner particulièrement, de leur offrir, je dirais, une prestation encore plus qualitative. Et quelque part, le législateur s'en est rendu compte, puisque si on observe les textes, on voit bien qu'il en a tiré conséquence sur deux sujets. Sur le sujet de la poursuite des contrats en cours et sur le sujet des revendications. On le sait, lorsqu'un administrateur judiciaire existe, ce sont des compétences qui sont exclusivement dédiées à l'administrateur, seul l'administrateur peut les exercer. On pourrait penser qu'en l'absence d'administrateur, le débiteur retrouve ses pleins pouvoirs et qu'il opte pour les contrats en cours ou qu'il répond aux revendications. Eh bien non, le législateur a prévu une double compétence et il demande au mandataire judiciaire de faire savoir sa position dans l'un et dans l'autre cas, ce qui est une façon d'accompagner, d'encadrer l'entreprise en difficulté. Et puis j'ai envie de dire, d'une manière générale, le mandat de justice, c'est une mission de quasi-service public. C'est en tout cas comme ça que les mandataires judiciaires exercent leur mission. Et donc ils veillent d'une manière générale à un accompagnement renforcé de ces TPE. Alors pour conclure cet entretien, Maître Hoareau, il faudrait évoquer peut-être quelques perspectives pour l'avenir et peut-être la directive européenne du 22 novembre 2016 sur les procédures de restructuration et d'insolvabilité des entreprises. Alors selon vous, comment pourrait évoluer votre rôle d'accompagnement de l'entreprise? Alors, si on devait, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de cette directive, si on devait la résumer très rapidement, il y a trois grands axes dans cette directive. Le législateur européen a songé, d'une part, à renforcer l'anticipation de cette procédure, à permettre un rebond facilité, et également à améliorer, je dirais, l'efficacité intrinsèque de la procédure à travers des organes de la procédure spécialisés, à travers un renforcement des notions de contrôle, d'indépendance, une meilleure formation des juges. Et j'ai envie de dire, sans faire preuve de chauvinisme excessif, mais que si on observe les objectifs, la carte de route fixée par l'Europe, on est pas mal. On est pas mal puisque nous avons une boîte à outils qui est relativement complète, on le sait, qu'on nous envie même parfois. Nous avons des professionnels qui œuvrent à la solution et l'exercice de nos missions sont déjà pétris de notions telles que le contrôle, telles que l'indépendance. Donc j'ai envie de dire, dans le cadre de cette directive, nous avons certainement beaucoup de choses à apprendre de nos homologues étrangers, mais j'ai la faiblesse de croire qu'on peut aussi être un modèle d'inspiration. Nous avons un beau modèle et il faut que nous en soyons les porte-drapeaux, nous en fassions la promotion.
Maître Hérault, je vous remercie d'avoir apporté votre éclairage de praticien sur votre profession de mandataire judiciaire. Au revoir à tous.